Des mesures, c'est annoncé par le président de la République à l'occasion de son discours pour le 60e anniversaire de l'indépendance, des mesures de lutte contre la pauvreté et la précarité. Une audience accordée par les chefs de l'État à l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Centrafrique et le président de la MINUSCA. Des inaugurations, celles effectuées aujourd'hui, hier, dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement aujourd'hui, 22h10. Nous nous excusons de ce retard apporté à la diffusion de ce journal, actualité oblige. Eh bien, c'est un journal 22h10 qui est placé sous les signes du 60e anniversaire de l'indépendance nationale dont la couleur a été annoncée donc par les chefs de l'État. On le verra tout à l'heure, mais auparavant, ce décret présidentiel, un décret relatif à une grâce pour certains prisonniers. Que dit ce décret à l'occasion du 60e anniversaire de la fête d'indépendance nationale et en vertu d'un décret rendu public aujourd'hui? La présidence de la République annonce une réduction de peine d'une année ferme au profit des prisonniers objets d'une condamnation définitive, à l'exception des condamnés pour crimes d'homicide volontaire, de terrorisme, de viol, de détournement, de gaspillage des deniers publics, ainsi que les récidivistes pour des nouveaux faits après avoir bénéficié de la grâce en vertu du décret numéro 073 2020. Voilà donc pour ce décret présidentiel rendu public aujourd'hui relatif à la grâce pour certains prisonniers, donc à la réduction de leur peine d'une année ferme. Donc des mesures importantes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et contre la précarité, surtout au profit des couches vulnérables, des couches les plus défavorisées, ceci en vue donc d'améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des mesures qui ont été annoncées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Traduction de ce discours avec Abderrahman Hamad. Citoyens, citoyennes, que le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah, le suprême, soient sur vous. 60 années sont passées déjà depuis que nous avons rompu avec la colonisation et que notre peuple a recouvré sa liberté et sa souveraineté. À l'occasion de ce grandiose anniversaire, de cette fête de l'indépendance nationale, fête de la fierté et de la dignité retrouvée, il m'est agréable, chers citoyens, de vous adresser mes plus chaleureuses et sincères félicitations. De fait, la commémoration par les États et les peuples des journées qui ont fait leur gloire
et la célébration des moments historiques qui ont constitué des tournants dans leur vie traduisent par essence l'expression d'une profonde reconnaissance aux acteurs des événements majeurs qui émaillaient les parcours des nations. Ce sont des occasions de médiation de la portée de leurs sacrifices pour enraciner davantage le sens de la responsabilité à l'endroit de la nation et consolider la prise de conscience du sacrifice et de fidélité dû à la patrie. C'est dans cet esprit que je rends ici un insigne hommage et exprime une profonde considération aux héros de notre veillante résistance pour les valeureux actes de bravoure et de sacrifice au prix de leur sang dans la défense de la patrie. Hommage et considération pour la victoire qu'ils ont gagnée sur la voie du recouvrement de la liberté et de la dignité, ainsi que pour leur résistance culturelle qui nous vaut aujourd'hui la préservation de notre identité culturelle et la sauvegarde de notre patrimoine civilisationnel pétri dans la gloire et le don de soi. À ces héros combattants de la résistance, nous sommes redevables d'une redevance imprescriptible. Je rends également un insigne hommage et exprime une profonde considération à l'ensemble de nos forces armées et de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats, pour les énormes sacrifices dont nous jouissons chaque jour en termes de sécurité et de stabilité. Les finalités de l'indépendance ne se réalisent pas toutes par le simple fait d'expulser les colons et l'annonce de l'instauration d'un État, mais plutôt par un effort collectif constamment renouvelé pour consolider la souveraineté nationale et œuvrer à réaliser les aspirations du citoyen en termes de liberté, de dignité, de justice et de prospérité. De par cette acceptation, l'indépendance est donc un processus continu et une œuvre cumulée de construction. C'est le lieu pour moi d'exprimer tous les remerciements et toute la considération aux pères bâtisseurs de l'État mauritanien moderne et à tous ceux qui ont contribué, chacun selon les opportunités et en dépit des contraintes de son époque, à élever cet édifice et à en fortifier les bases. Aujourd'hui, nous incombe la responsabilité de préserver cet héritage, de poursuivre l'œuvre de construction et de la parfaire par l'action soutenue de raffermissement de la cohésion sociale, la consolidation de l'état de droit, l'instauration de la justice sociale et le développement global durable. Citoyens, citoyennes, pour l'ancrage des fondements de l'état de droit et la consolidation de la démocratie, nous avons veillé, au cours de la période écoulée, à renforcer la séparation des pouvoirs et à consolider l'indépendance de la justice à travers la modernisation des infrastructures judiciaires, l'assistance judiciaire aux citoyens dans toutes les wilayas, tout comme nous avons fait de l'ouverture et de la concertation avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux une option constante. Nous avons également renforcé les libertés publiques à travers les actions en cours qui portent sur la mise en œuvre d'une stratégie de réforme et de promotion du secteur de l'information et la décision de substituer au système de récépissé celui de la simple déclaration pour les organisations de la société civile ainsi que les institutions communautaires dans le but de favoriser l'émergence d'un mouvement collectif dynamique. Dans la même optique, nous avons mis en œuvre une stratégie nationale de décentralisation de manière à rapprocher les services publics des citoyens et à garantir un développement local équilibré. Étant conscient que l'atteinte des objectifs pour lesquels nous œuvrons à travers les programmes et réformes engagés demeure tributaire de la transparence totale au niveau de tous les aspects de la gestion des affaires publiques, nous nous sommes attelés à ce que toutes les actions soient soumises aux règles de la bonne gouvernance. C'est pourquoi nous avons procédé à la révision du Code des marchés publics et activé les mécanismes de surveillance et de contrôle pour réhabiliter les principes de l'interpellation. Citoyens, citoyennes, le facteur le plus déterminant dans la préservation de l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale et l'enracinement du sentiment de citoyenneté demeure l'instauration de la justice sociale. À cet effet, nous avons fait de la lutte contre la pauvreté et contre les différentes formes de précarité et d'exclusion un objectif majeur, transversal au niveau de toutes les politiques publiques. À ce titre, nous avons mis en place un système de protection sociale globale à même de garantir l'insertion des franges démunies dans le cycle du développement, à leur offrir une plus grande accessibilité aux services de base, dans la perspective de transformer les zones de pauvreté et de précarité
en zone de développement local dynamique. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les interventions de la délégation Ta'azour et plus globalement les différents autres programmes du gouvernement qui consacrent l'appui aux franges démunies à travers un meilleur accès aux services et prestations essentielles, la création d'opportunités d'emploi, les actions directes de distribution de vivres et des transferts financiers, ainsi que les exonérations, notamment fiscales et douanières. Les actions de lutte contre la pauvreté et la précarité se poursuivront à la faveur du plan de relance économique qui a été lancé récemment et qui comporte des projets de construction d'infrastructures, d'amélioration des services de base, d'appui au secteur productif, de création d'emplois, d'intensification d'investissements et d'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Citoyens, citoyennes, nous avons fait face cette année, à l'instar de tous les autres pays, à la pandémie de la COVID-19 et aux graves conséquences qu'elle a entraînées à différents niveaux. Nous avons très tôt pris les mesures prophylactiques et les dispositions qui s'imposent et intensifié les efforts pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie et leurs effets sur les franges pauvres de la société. Nous nous sommes aussi attelés à corriger les dysfonctionnements de notre système de santé que la COVID-19 a révélés, en renforçant la capacité de prise en charge des cas critiques, en créant des centres de confinement, en réformant le secteur de la pharmacie, en lançant un processus d'assurance maladie universelle et en accordant une attention particulière aux ressources humaines. Nous avons également déployé d'énormes efforts pour que la pandémie ne transforme pas l'année scolaire en une année blanche. Nous avons tenu à poursuivre au rythme le plus élevé possible la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, l'accroissement des infrastructures scolaires et l'intensification de la formation en vue de l'émergence de l'école républicaine à laquelle nous aspirons tous. Parallèlement à ces actions, nous avons œuvré à une plus grande intégration des jeunes dans la vie active et à la réduction du chômage dans les rangs à travers un accord avec les patronats mauritaniens pour employer 6 000 personnes, dont 2 000 ont été embauchées jusqu'à présent, ainsi qu'en développant l'offre de recrutement à la fonction publique d'une manière sans précédent et en contractant avec des milliers de travailleurs temporaires au niveau des différents secteurs. De même, nous avons traité avec diligence les lacunes révélées par la pandémie en termes de déficit structurel au plan économique dans la perspective d'une meilleure préparation de la période post-pandémie et d'une reprise de l'économie grâce au plan de relance d'une enveloppe de 240 milliards d'anciens oubliés. Notre anticipation de l'avenir et notre préparation à l'après-COVID-19 ne signifie pas que la pandémie est derrière nous. Au contraire, le virus est toujours actif, mortel. L'évolution de la propagation de la pandémie dans de nombreux pays indique qu'une nouvelle vague se propage. C'est pourquoi je vous demande à tous, chers citoyens, de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter les mesures de précaution et de prévention approuvées par les autorités compétentes. C'est là le premier pas vers la sécurité en attendant un vaccin efficace contre le virus. Citoyens, citoyennes, conformément à ce à quoi je me suis engagé, en consolidation des acquis dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et la précarité, et pour assurer une répartition équitable du revenu national et une mise à niveau des ressources humaines, en particulier dans le secteur des services de base, il a été décidé à partir du 1er janvier, premièrement, augmenter la pension de base de 100% pour tous les retraités. Deuxièmement, doubler la pension de veuves retraitées et leurs prestations d'assurance maladie. Troisièmement, le paiement mensuel des pensions de retraite. Quatrièmement, généraliser l'allocation des crédits pour inclure tous les directeurs d'écoles primaires et secondaires et l'octroyer sur une période de 12 mois au lieu de 9 mois précédemment. Cinquièmement, augmenter la prime d'éloignement. Sixièmement, augmenter l'indemnité d'encadrement des inspecteurs de l'enseignement de base, secondaire et technique d'un montant de 10 000 ouïas anciennes. Septièmement, augmenter les salaires des agents de santé de 30% et généraliser la prime de risque à tous les personnels de santé. Huitièmement, augmenter de 50% la prise en charge des Augmenter de 50% la prise en charge des patients insuffisants rénaux.
la prise en charge des patients insuffisants rénaux et des personnes vivant avec handicap et l'octroi à leur profit de transferts mensuels en espèces de 15 000 ouïas anciennes. Neuvièmement, l'assurance maladie pour les personnes vivant avec handicap. Dixièmement, versement des transferts financiers mensuels d'un montant de 20 000 ouïas anciennes pour les enfants polyhandicapés. Citoyens, citoyennes, je suis pleinement conscient de l'ampleur de vos ambitions et aspirations légitimes. Votre urgence à jouir des dividendes de ce sur quoi nous travaillons en termes de réformes et de programmes de développement ne fait que renforcer ma détermination à réaliser mes engagements à l'endroit du peuple mauritanien. Je suis convaincu qu'avec la grâce et la volonté d'Allah, et par vous, et par vos efforts et sacrifices, nous triompherons ensemble. Nous triompherons ensemble de l'injustice, de l'exclusion et de la précarité et nous parviendrons à instaurer l'état de droit, à consolider les libertés et à promouvoir un développement global durable. Vive la Mauritanie libre, sûre et prospère. C'était là la traduction en français du discours prononcé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, discours au cours duquel il a annoncé donc 10 mesures importantes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et contre la précarité, particulièrement favorables pour les couches les plus démunies. À titre d'exemple, par exemple, les retraités qui verront leur pension désormais augmenter à 100%, une pension qui devient désormais mensuelle. C'était donc l'adresse à la nation du président de la République à l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance nationale, un anniversaire qui sera célébré demain en présence de certaines autorités, personnalités internationales. C'est notamment le cas du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, le représentant du secrétaire général qu'on voit ici lors de l'audience qui lui a été accordée cet après-midi par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Et donc, ce représentant spécial du secrétaire général est en même temps président de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour donc la stabilisation de la Centrafrique, une audience qui s'est déroulée en présence, bien entendu, du chef de la MINUSCA et de la coordinatrice du système des Nations Unies par intérim, ici à Nouakchott. Et on sait que la Mauritanie participe à cette force onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine depuis plusieurs années avec des contingents. Une participation d'ailleurs qui a été très bien appréciée par les Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies
pour la Centrafrique, M. Maker Ndiaye. Je viens d'avoir le privilège d'être reçu par son Excellence M. le Président de la République islamique de Mauritanie. C'est un très grand privilège pour moi. J'ai commencé d'abord par le remercier très vivement pour avoir pris la décision exceptionnelle de me nommer dans l'ordre du mérite national de la Mauritanie en me remettant une décoration. Comme vous le savez, la République islamique de Mauritanie est au sein de la MINUSCA depuis 2015. Et au sein de la police de la MINUSCA, la Mauritanie déploie un total de 263 policiers au sein de l'unité de police constituée. Et au niveau de la force de la MINUSCA, la Mauritanie déploie un total de 464 militaires, dont 14 officiers d'état-major et observateurs militaires et 450 soldats de son contingent. Donc c'est une participation extrêmement importante. Donc je voudrais encore une fois remercier le gouvernement m'avoir invité. Voilà, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine. C'était donc à l'issue de l'audience que lui a accordé le président de la République. Vous voyez qu'il a tout à l'heure dit qu'il a apprécié et qu'il a été très sensible à cette décoration qui lui a été faite au nom du chef de l'État. Et ici, c'était cette décoration qui a été faite au nom du chef de l'État par le ministre de la Défense nationale. Venons-en maintenant aux inaugurations des projets, au lancement des projets dans le cadre de ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale, des cérémonies qui se sont déroulées à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur du pays. On va commencer par celle supervisée par la première dame, Madame Mariam Mohamed Fadelda, qui a donné ce matin le coup d'envoi de la construction de la première école nationale pour l'action sociale. Melika Nakli. La pose de la première pierre de l'École nationale pour l'action sociale est l'objet de cette cérémonie, supervisée par la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Ouleddah. L'École nationale pour l'action sociale comporte dans son programme de formation 4 filières qui sont l'action sociale, la protection de l'enfance, l'éducation spéciale et la promotion féminine et l'entreprise. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Harouna Ould-Cheikh Sidiya, a exprimé sa fierté à l'occasion de la création de la première école nationale dédiée à l'action sociale qui intervient en exécution des engagements du président de la République que le gouvernement s'attelle à traduire dans les faits en accordant une attention particulière aux facteurs des ressources humaines, piliers essentiels du développement durable. Elle a loué l'intérêt que voue la Première Dame à l'action sociale à travers les aides qu'elle apporte aux plus démunis et aux handicapés et sa supervision aujourd'hui de la pose de la première pierre de cette école qui traduit dans la réalité la dimension sociale et humaine du programme Ta'ahoudati, tendant à rendre disponibles les infrastructures de formation aptes à préparer au plan quantitatif et qualitatif le cadre humain dans le domaine de l'action sociale. La ministre a indiqué que son département œuvre à l'exécution des engagements du gouvernement dans ce domaine, conformément aux réglementations et traités internationaux, en accordant aux handicapés tous leurs droits et avantages et en préparant le cadre humain apte à prendre en charge leur formation et leur insertion dans la vie active pour les transformer en acteurs contribuant au développement au lieu de rester dépendants et tributaires de leur handicap. La cérémonie avait été tout d'abord marquée par des chants de bienvenue en direction de l'assistance. Des sketchs portant sur cette nouvelle institution ont été également présentés. La pose de la première pierre de cet édifice social s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République, Ta'ahoudati, qui met au devant de la scène de développement la dimension sociale et humaine. À cet effet, les handicapés se voient accorder une attention particulière, qu'il s'agisse de leurs droits et avantages ou de leur formation, visant à faire d'eux des acteurs contribuant au développement du pays. Voilà donc une infrastructure en perspective et dont la première pierre vient d'être posée. Il s'agit de cette première école chargée de l'action sociale par la première dame. Alors une autre infrastructure qui est déjà achevée, il s'agit
du siège de la wilaya de Nouakchott Sud. Elle a été inaugurée hier par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Ça, c'était hier. Autre inauguration, mais cette fois aujourd'hui, et toujours pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Il s'agit de la première caserne pour la protection civile. Précision avec Abdoulaye Demeba. Cette 7e promotion d'agents de la protection civile comprend 100 agents. Elle porte le nom du défunt sergent Mohamed Lamine Ould Tidjani. Les membres de cette promotion ont tous suivi une formation militaire de base, en plus de la formation professionnelle dans le cadre du secourisme, de la lutte contre les incendies et le sauvetage. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salih Ould Merzouk, s'adressant à cette nouvelle promotion d'agents de la protection civile, a déclaré qu'elle porte le nom du défunt sergent Mohamed Lamine Ould Tidjani, qui, dit-il, s'est sacrifié le 27 janvier 2019, ce qui, indique-t-il, est un symbole fort et une indication de la responsabilité des membres de cette promotion et de leur devoir de protéger la nation. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a aussi demandé à ces derniers de faire preuve de sérieux dans le cadre de l'accomplissement de leur future mission. Les 100 agents de la protection civile ont suivi une formation militaire de base de 3 mois à l'école de la garde nationale de Rosso, une formation professionnelle à l'école de la sécurité routière de Nouakchott pour une durée de 3 mois aussi, en plus de formation en secourisme et d'un stage de perfectionnement au niveau des centres d'intervention et de protection civile à Nouakchott Nouadhibou pour 6 mois. Le délégué général à la protection civile, le général Khataroul Mohamed Mbarek, a révélé que les agents qui font partie de cette promotion ont suivi une formation, ce en respect des conditions sanitaires appropriées face au Covid-19, ce qui, dit-il, afin de leur permettre d'accomplir convenablement leur mission. Il a par ailleurs remercié l'armée nationale pour avoir facilité cette formation d'agents de la protection civile. Le maire du Ixar, Mohamed Salih Ould Oumar, a pour sa part mis en avant l'important rôle joué par les agents de la protection civile. Il a aussi, au nom du conseil municipal et habitants de cette commune, exprimé les remerciements à l'endroit de la délégation générale à la protection civile pour les efforts accomplis afin de protéger les citoyens et leurs biens. Les sortants de cette promotion ont, après les allocutions, reçu leur insigne des mains du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Mohamed Salih Ould Merzouk a suivi un exposé dévoilant le nouveau visage des locaux de la protection civile, ce à la suite de réflexions qui ont été engagées, c'est en présence de certains membres du gouvernement. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a procédé à l'inauguration du siège de la wilaya Nouakchott Sud, bâti sur une superficie de 5600 m². Ce bâtiment comprend le siège de la wilaya, la résidence du Wali, 2 bâtiments principaux, des bureaux à 2 niveaux et des bâtiments annexes. La construction de cet édifice public est assurée par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire par le biais de l'Agence nationale des études et suivi des projets en collaboration avec la société Agipco. Mohamed Salih Ould Merzouk a ainsi coupé le ruban symbolique lors de cette cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée en présence de Mme Khadijatou Mint Cheikh Bouka, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, et du Wali de Nouakchott Sud, Mohamed Ould Salek. La délégation a par la suite parcouru les différents compartiments du siège de la wilaya de Nouakchott Sud, dont les bureaux du Wali et les différentes composantes de la résidence du Wali. Cet équipement sont vraiment à la hauteur de ce que nous souhaitons pour notre administration, l'image de l'administration, des bâtiments qui sont aussi adaptés à leur travail, à leur mission, je devrais dire. Ces bâtiments je peux souligner aussi que c'est un modèle qui a été construit au niveau de toutes les wilayas qui ont été programmées, aussi bien à Nouakchott qu'au niveau de l'intérieur du pays. La cérémonie d'inauguration de ce bâtiment administratif rentre dans le cadre de la 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, un nouveau siège donc pour la wilaya de Nouakchott Sud qui a été inauguré hier soir par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation qui avait supervisé aujourd'hui aussi la sortie de cette promotion de la protection civile. Son collègue de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme était lui à Rosso à la fin d'une tournée dans la wilaya El Trarza.
Une activité qu'il a présidée, c'est une réunion élargie avec la famille scolaire. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Emin Ouladi, revu en français par Abdelrahman Hamad. Au cours de son séjour dans la ville de Rosso, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a tenu une réunion avec la famille scolaire de la wilaya d'Itrarza pour examiner les conditions générales de la rentrée scolaire et les problèmes posés, notamment l'état des infrastructures scolaires et les gaps en termes du personnel. Mohamed Brani Oulayi a passé en revue les mesures prises par le département en concertation avec l'ensemble des parties concernées par l'opération éducative. Le ministre a, dans ce cadre, cité le renouvellement des contrats des prestataires de services de l'enseignement pour surmonter les déficits en termes du personnel. À cela s'ajoute, a poursuivi le ministre, le lancement des programmes d'infrastructure dans le cadre des programmes Oulawiyati 1 et Oulawiyati élargi. Des réformes également ont été amorcées pour garantir la bonne gouvernance, telle que la mise en place d'un système d'informatisation pour assurer une gestion transparente du secteur. Les Wali d'Itrarza avaient auparavant fait la lumière sur les efforts menés par les pouvoirs publics pour réformer l'éducation, s'alliant l'appui qu'offre le département au plan de travail sur la carte scolaire en cours d'élaboration par la wilaya d'Itrarza. Le ministre a visité plusieurs établissements scolaires qui nécessitent des travaux de réhabilitation ou de construction pour les rendre conformes aux normes requises. C'est ainsi qu'il a constaté de près l'état des établissements scolaires au PK7 et au quartier d'Amgat à Rosso, s'engageant d'y chercher les solutions idoines dans la célérité requise. Voilà donc pour cette tournée du ministre de l'Éducation, de la formation technique et de la réforme dans la wilaya du Trarza. Autre déplacement ministériel, mais cette fois dans notre capitale économique, il s'agit du déplacement du ministre du Pétrole, de l'énergie et des mines, l'occasion pour lui de visiter, de s'informer sur l'avancement des chantiers, des travaux sur 2 chantiers, à savoir la ligne haute tension, la ligne électrique haute tension qui relie Nouakchott-Nouadhibou et bien sûr les champs éoliens de Boulay-Noir. C'est un compte-rendu de notre correspondant Elvar El-Sheibani, compte-rendu revu présenté en français par Garmi Teguedi. Le déplacement du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalem Mohamed Saleh, a pour objectif de s'enquérir de l'avancement des travaux du projet de la ligne de haute tension reliant les villes de Nouakchott-Nouadhibou en passant par la station électrique et éolienne de Boulay-Noir. À différents arrêts sur l'axe Nouakchott-Nouadhibou, le ministre a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux du projet haute tension et sur la maintenance de la station éolienne de Boulay-Noir. Cette ligne de haute tension alimentera et augmentera la capacité et la qualité de l'électricité des 2 villes de Nouakchott-Nouadhibou ainsi que les zones minières à des coûts moins élevés. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre a indiqué que la ligne électrique de 225 volts reliant l'axe Nouakchott-Nouadhibou approvisionnera toute la wilaya et que celle-ci sera reliée aux grandes lignes de production d'électricité telles que la station hybride de Nouakchott et l'axe relié à l'OMVS. Il a souligné que ce projet vise à booster le développement de l'économie de la wilaya d'Arle de Nouadhibou, assurant qu'il approvisionnerait la wilaya en électricité en moyen et long terme. Il a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'accès universel établie par son département visant à approvisionner l'ensemble du pays en matière d'électricité. Voilà pour cette visite du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines à Nouadhibou. Quant à son homologue de la santé, lui, il a procédé aujourd'hui à une visite ici au Centre national de cardiologie. Précision sur cette visite avec Melika Naqli. Le Centre national des maladies cardiovasculaires a été l'objet de la visite du ministre de la Santé, M. Mohamed Nadhirou Ould-Hamid. Le ministre a visité les différentes ailes et a reçu d'amples explications sur le fonctionnement du centre. La visite lui a permis de se rendre compte des efforts déployés par le staff et de s'enquérir de visu de l'état des 17 patients qui ont subi des opérations délicates menées par des équipes médicales mauritaniennes. Je suis passé aujourd'hui vous accompagner dans cette opération combien importante, au cours de laquelle 17 malades nécessiteux ont été opérés, ont été traités, des traitements lourds qui habituellement sont très coûteux.
mais pour lesquels ils n'ont pas été sollicités pour payer. Cet effort a eu lieu grâce à l'association entre le ministère et l'hôpital pour prendre en charge ces coûts. Cette opération nous a coûté globalement plus de 35 millions d'ouguiyas, d'anciens ouguiyas. Mais mon passage aujourd'hui m'a fait prendre conscience d'abord de la lourdeur des soins qui sont là et qui expliquent le coût. Deuxièmement, m'a pris conscience que ces malades qui habituellement sont pris en charge à travers des missions internationales qu'on n'a pas pu avoir cette année à cause du Covid, nous montre aujourd'hui que nous avons les capacités humaines et techniques et matérielles de pouvoir le faire nous-mêmes. Et j'ai décidé avec le directeur de l'hôpital que désormais 2 ou 3 fois par an, ces opérations auront lieu jusqu'à qu'on ait l'assurance maladie universelle qui va permettre à n'importe quel Mauritanien d'être pris en charge. 17 patients ont été opérés. Parmi eux, 2 opérations à cœur ouvert et 5 angioplasties complexes. L'ensemble de notre population de patients se porte très bien. Il s'agit d'un succès technique. Je rappelle tout simplement que les opérations que nous avons réalisées ont 2 particularités. Premièrement, elles coûtent très cher vu le consommable et le matériel qui est utilisé. Deuxièmement, ce sont des opérations qui sont complexes sur le plan technique. Et je remercie l'ensemble de l'équipe, puisque c'est une équipe entièrement mauritanienne, du chirurgien à l'anesthésiste, aux infirmiers, aux panseurs, aux infirmiers de la réanimation et du service de chirurgie cardiovasculaire, mais aussi du cathétérisme avec nos collègues cardiologues. Ces opérations ont été un succès et nous ne pouvons que nous en réjouir. La faisabilité de ce genre d'opération chirurgicale par des équipes totalement mauritaniennes montre le niveau d'expertise de notre staff médical, en plus de l'économie que cela représente pour le budget en frais d'évacuation ou de prise en charge d'équipes étrangères. La visite du ministre de la Santé dans le Centre national de cardiologie, c'était aujourd'hui. Quant au ministre du Développement rural, lui, il était aujourd'hui dans la Muqata'a de Bogué. Là, il a procédé au lancement du programme national de maraîchage 2020-2021. C'était à partir de la zone de Mboyo. C'est un compte-rendu de notre correspondant Mohamed Ali Salek, compte-rendu revu et présenté en français par Mohamed El-Khattat. De Bogué, précisément de la zone de Mboyo, relevant de la commune de Dar el-Barka, que le ministre du Développement rural, M. Di Ould Zein, a supervisé aujourd'hui le lancement du programme national de maraîchage pour la saison 2020-2021. Le programme vise à créer un climat favorable pour la fourniture des intrants nécessaires au développement des cultures maraîchères afin qu'elles contribuent au manque de légumes constaté récemment. Le ministre dira en substance que l'atteinte des objectifs de cette campagne reste tributaire de l'engagement de tous les acteurs et investisseurs dans le secteur qui doivent tous redoubler d'efforts pour garantir la sécurité alimentaire de notre pays. Il les appellera par la même occasion à respecter les règles techniques adoptées avant de souhaiter que cette rencontre se renouvelle pour témoigner de la réalisation d'une production réelle. Le ministre a expliqué que la sécurité alimentaire constitue l'un des piliers de l'indépendance économique et un choix du gouvernement, soulignant que l'agriculture bénéficie de la priorité dans le cadre du programme Mes engagements pour son rôle dans la lutte contre la pauvreté et son rôle dans la création de l'emploi. Le maire de la commune de Dar el-Barka, M. Khan Tijani, a souligné la particularité agricole de la zone de Dar el-Barka, qui était la destination des marchands de céréales, tout comme il a insisté sur la nécessité d'appuyer les coopératives féminines qui s'occupent de maraîchage. Le président de la Fédération des agriculteurs, M. Dia Adama Omar, a quant à lui loué la nouvelle stratégie adoptée par le secteur avant d'affirmer la disponibilité de la Fédération des agriculteurs de l'accompagner et de ne ménager aucun effort pour sa réussite. Plusieurs acteurs économiques du secteur agricole ont intervenu pour exprimer leur engagement à tout faire pour que cette campagne agricole réussisse et souligner leur volonté à accompagner cette orientation du gouvernement. Le ministre du Développement rural, en compagnie du Wali du Barakna et celui du Trarza,
a ensuite visité l'exposition de produits cultivés par certaines coopératives avant de procéder à la distribution de matériel agricole offert par l'État en appui aux agriculteurs de la wilaya du Brakna, une wilaya qui ambitionne de cultiver 1500 hectares de légumes cette année. La visite a également concerné une expérience de l'agriculture biologique qui constitue un mode de production permettant d'améliorer la qualité de la productivité. Voilà donc l'activité du ministre du Développement rural qui a donné le coup d'envoi du programme national de maraîchage à partir de la zone de Mboyo dans la Muqata'a de Bogué. Autre ministre qui était également à la Saba, il s'agit du ministre de l'équipement qui a visité les chantiers de la route Kifa-Boumdeid avant de se rendre dans le Haut-El Gharbi pour se rendre sur un autre chantier routier, à savoir Zraviya Tamchekat. C'est un compte-rendu de notre correspondant Baebiri, compte-rendu revu et présenté en français par Bokar Baïlaba. Le tronçon routier Zraviya Tamchekat sera bientôt opérationnel. Longue de 90 km, cette route comporte d'importants ouvrages et passe par de nombreuses localités restées longtemps enclavées. D'ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, s'est informé sur place de l'état d'avancement des travaux de réalisation de cette route exécutée par la société ATTM. Autre route en cours de réalisation, c'est celle reliant la ville de Kifa à Boumdeid en Assaba. Là aussi, le ministre de l'Équipement et des Transports a été édifié sur l'état d'avancement de réalisation de cette route longue de 105 km. Sur place, il a pris connaissance des données techniques, des composantes et le rôle attendu de cette route dans le désenclavement de toute la zone et ses retombées socio-économiques sur les populations locales. Au terme de la visite, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a déclaré au sujet de la route Zraviya Tamchekat que 75 km des travaux sont déjà réalisés et que la réalisation de la route Kifa Boumdeid est sur le point de s'achever. Il a exhorté les entreprises en charge de la maîtrise d'ouvrage à faire preuve de professionnalisme et veiller au respect des critères de qualité définis dans le cahier des charges. Isselmou Ould Abdallahi est le coordinateur du projet de réalisation du tronçon routier Zraviya Tamchekat, explique que les travaux avancent dans de bonnes conditions. Il précise que cette route est réalisée selon les règles de l'art avec la prise en compte du relief et la géologie de la zone. Ensemble, la réalisation de ces deux routes représente une grande réussite qui ouvrira de prometteuses perspectives de développement pour les populations locales. Voilà donc pour ces infrastructures routières, ces deux chantiers qui sont presque sur le point de se terminer. On va s'intéresser maintenant aux activités du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Il se trouve lui aussi à l'intérieur du pays, toujours dans le cadre des activités marquant ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Sur ces activités, des précisions avec Abdullah Demaba. C'est au niveau du regroupement de Sabo-Allah relevant de la commune de Voumgleite que le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction de 15 logements réservés aux fonctionnaires en service au niveau de cette localité. Cette cérémonie s'est tenue en présence du Wali du Gorgol, des autorités administratives et du maire de Voumgleite. Après la pose de la première pierre de ce projet, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ahmed Ould Dahi, a déclaré que la construction de ces logements était en droite ligne de la politique du gouvernement visant à rapprocher les services des citoyens et soutenir les fonctionnaires en service à l'intérieur du pays. Il a par ailleurs évoqué les autres ouvrages qui ont été réalisés, dont l'école de Sabouala. Ensuite, Ahmed Ould Dahi s'est rendu dans certains services publics qui ont été réalisés à Sabouala, dont ce centre de santé, cette école primaire où il a pu s'informer des conditions d'études des apprenants de ce regroupement. Voilà, retour à Nouakchott pour parler de cette inauguration dans le domaine de l'eau, inauguration supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en présence de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Précision avec Garmi Teguidi.
La Muqata'a de Riyad, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, bénéficie désormais d'un réseau d'alimentation en eau potable d'une longueur de 35 km, et c'est là au niveau du quartier Tahil, précisément au secteur 17. Cet accès à l'eau potable sera effectif à partir de demain par le billet d'abonnement pris en charge par la région de Nouakchott à hauteur de 98% et profitera à plus de 3500 familles. L'inauguration de ce projet communautaire rentre dans le cadre d'un partenariat entre la région de Nouakchott et certains de ses partenaires au développement. Fatmetou Abdelmalik, président de la région de Nouakchott, soulignera que l'accès à l'eau potable est un enjeu primordial parce que l'eau, c'est la vie, et que la région de Nouakchott place cet objectif parmi ses priorités. Depuis son investiture en 2018, dira-t-elle, la région de Nouakchott a réalisé un réseau d'alimentation en eau potable de 28 km, en plus de 20 km en cours d'exécution au niveau du secteur 17. De même que la région de Nouakchott a raccordé gratuitement plus de 2500 familles à un réseau d'approvisionnement en eau potable, sans compter les campagnes de sensibilisation et de conscientisation des populations dans ce domaine. À cela s'ajoute la mise à disposition des populations de citernes d'eau potable pour leur ravitaillement. Pour ces citoyens, l'événement est de taille et intervient en concomitance avec la célébration de la fête de l'indépendance nationale, comme pour joindre à l'utile l'agréable. La réalisation de ce réseau d'alimentation en eau potable permettra de tourner donc la page de la rareté de l'eau et de la soif dont les populations de Tahil ont souffert ces dernières années. Et c'était bien un commentaire de Mohamed Oulkhatat et non de Garmi Tegedi, comme je le disais tout à l'heure par erreur. Garmi Tegedi qu'on va retrouver, je vous assure que cette fois c'est la bonne, pour nous parler, elle, de ces inaugurations entreprises hier par le chef d'état-major général des armées et des inaugurations faites ici dans la région de Nouakchott-Ouest. Garmi Tegedi. Première étape de ces inaugurations supervisée aujourd'hui par le chef d'état-major général des armées, le général des divisions, Mohamed Bombo Megued, était la nouvelle extension au niveau de l'établissement de confection d'habillement. Cette extension comporte un atelier de couture, un entrepôt pour le stockage des produits, atelier de confection des tenues, une maison d'hôtes. Le général de division, Mohamed Bombo Megued, s'est rendu dans les différents ateliers et a reçu des explications détaillées sur les missions de cet établissement. Cette institution, relevant de l'état-major général des armées, œuvre pour la réalisation de l'autosuffisance en termes d'habillement et offre plus de 400 emplois permanents. Au niveau de l'état-major de la marine, deuxième étape de cette visite, le chef d'état-major général des armées a supervisé à l'inauguration d'une mosquée d'une capacité d'accueil de 150 fidèles et cercle d'officiers équipés. Au niveau de l'école de l'état-major, une salle d'informatique accueillant 18 personnes capables d'échanger avec les autres écoles internationales du même domaine par vidéoconférence et une salle de conférence avec une capacité d'accueil de 70 officiers stagiaires ont été inaugurées. Voilà donc pour ces inaugurations faites par le chef d'état-major général des armées, donc ici dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Et on va terminer cette page de l'indépendance par, bien entendu, Voilà, je vois les images. Ça, c'est la retraite au flambeau. Point de départ, l'état-major des armées, général des armées. En tronçon de l'axe Jemal Abdel Nasser, ça c'est le fronton de Radio Mauritanie. Avant de virer vers la droite, à l'ouest de la wilaya, dans la rue appelée la rue Mohamed Lemine Sakho, en direction de la présidence de la République. Et après, ils vont virer à gauche, direction de la Banque centrale. Et juste arrivé au niveau de la Banque centrale, la retraite au flambeau vire à gauche sur l'avenue de l'Indépendance, direction donc l'état-major de la garde nationale. Et point de chute, c'est là-bas ce qu'on appelle le club des officiers, la retraite au flambeau, donc qui se déroule chaque 27 novembre et qui donne, si vous voulez, le coup d'envoi des activités commémoratives, surtout pour le 27 et donc donner les activités de demain. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle
les principales informations. Ça, c'est le président de la République dans son adresse à la nation. Le président de la République a annoncé 10 importantes mesures dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et contre donc la précarité. Le président de la République a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Centrafrique qui est invité ici pour participer aux festivités du 60e anniversaire de notre indépendance nationale. Ici, ce sont les inaugurations et les lancements des projets socio-économiques dans le cadre de cet anniversaire de l'indépendance nationale. Et n'oubliez pas, je vous en prie, n'oubliez pas les gestes barrières très efficaces contre la COVID-19, dont l'évolution connaît une certaine recrudescence, ce qui annonce peut-être une seconde phase, une nouvelle flambée de ce Covid. Et pour mieux se prémunir contre cela, eh bien, les autorités, y compris le président de la République tout à l'heure, vous l'avez entendu dans son discours, appelle sans cesse à respecter les gestes barrières, à savoir rester chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, un geste qui doit être fréquent. N'oubliez pas votre masque, n'oubliez pas aussi de respecter les distances sociales, la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Comme ça, vous vous préservez les autres. N'oubliez pas non plus que votre santé est entre vos mains et que si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.